Rachid El Monassifi, bonjour. Bonjour. Vous êtes criminologue, victimologue, psychanalyste, hypnothérapeute, expert en matière de sécurité et vous avez participé à plusieurs émissions télévisées et vous avez écrit de nombreux livres. Comment faites-vous pour trouver tout ce temps? C'est pas un secret, c'est quelque chose de très normal que tout le monde peut faire. C'est question de la gestion du temps. Il faut savoir gérer son temps et profiter au maximum de son temps. Dans la journée, il y a 24 heures. Ça dépend qu'est-ce que tu fais dans tes 24 heures, comment tu remplis les 24 heures. Personnellement, je ne regarde pas les matchs de foot, donc je gagne du temps. Je ne vais pas dans les stades, je gagne du temps. Très rare que tu m'envoies dans un café, je gagne du temps. À tel point pour que je gagne du temps, je ne vais même pas chez un coiffeur, je me rase moi-même. Donc je gagne de l'argent, je gagne du temps, je gagne l'embouteillage et tout ça. Je déteste dormir, donc je dors très peu au max. Si je dors dans une journée ou dans une nuit, c'est 4 heures au max. Donc si je vous fais juste ça, sans rentrer trop dans les détails, je gagne beaucoup de temps. C'est ce qui me permet de faire autre chose, comme étudier, construire le futur monde, faire du bien pour les autres. Ben, voilà, c'est ça le secret. Et vous parlez plusieurs langues? Oui, parce que j'ai passé moitié vie, où j'ai grandi à Kenitra, c'est une ville qui n'est pas loin de la capitale du Maroc, qui est Rabat. Dans les années 60-70, il y avait des bases américaines, donc de très petits, on parlait déjà l'américain. On s'habillait comme des Américains. C'est très normal que ça rentre dans ton cerveau, l'envie de connaître l'autre, de voyager, de partir chez l'autre, apprendre les langues, savoir comment il vit l'autre. Et quand je dis l'autre, c'est des gens de d'autres cultures, de d'autres couleurs, de d'autres religions. Et si je ne parle pas la langue, comment je vais pouvoir m'intégrer, comment je vais pouvoir apprendre. Par exemple, si je vais à Paris, donc moi, qu'est-ce que je vais faire à la Tour Eiffel? Je vais faire aux Champs-Élysées, voir l'Arc de Triomphe et tout ça. Ça, je le fais, ou je l'ai fait. Mais ce que je préfère, c'est aller vivre avec les Français, à l'intérieur, voir les vrais Français. En Espagne, je ferai la même chose. En Italie, la même chose. Au Canada, je ferai la même chose. C'est que la langue, ça t'ouvre des portes. Je peux lire des livres de plusieurs pays. Donc voilà, la langue, c'est très important. Et j'aimerais bien que tout le monde parle au moins 4 langues. Et depuis quand écrivez-vous alors? Ben, écrire, c'est venu aussi avec de très bas âge. Si je me rappelle, à l'âge de 7 ans, 8 ans, quand j'ai perdu mon père qui était dans la police, et que j'étais trop attaché à lui. Donc j'étais toujours avec lui. Et le fait de le perdre, ça a créé un peu, c'est indirectement, si j'ose dire, comme des troubles, que je suis devenu un petit peu violent. Donc de me battre avec les jeunes, avec tout le monde, agressif. Et indirectement, on a découvert, si tu me donnes un stylo, un bout de papier, je prends le coin et je ne te dérange plus. Donc à l'âge de 7-8 ans que j'ai commencé à écrire. Et vous souvenez-vous quelle a été votre première histoire écrite? Si, absolument. L'histoire de 7 ans, non, mais je crois vers l'âge de 10 ans, quelque chose comme ça. Je crois que je me rappelle très bien, j'avais écrit un poème pour une fille dont j'étais amoureux, qui est de notre quartier, mais elle avait 2 fois mon âge. Hein. C'est pas n'importe qui. Alors voilà, c'est ça. Ça reste dans vos souvenirs en tout cas. Ouais, est-ce que vous avez besoin d'un rituel particulier quand vous vous mettez à écrire? Non, moi toujours je porte soit dans la voiture, dans ma poche, j'ai toujours un stylo à disposition. Voilà, un stylo, un carnet, un bout de papier ou max, le portable, tu peux écrire les grandes lignes, les idées que tu vois. Si tu vois un très joli texte quelque part, tu prends une photo, tu le gardes. Et après tu peux développer ça quand tu veux. Et normalement quand tu écris, quand tu es un écrivain, à travers les mots que tu as écrits, on peut les analyser et savoir si tu étais content, heureux, triste, tu as perdu quelqu'un, juste à travers tes mots. Donc quand des choses qui arrivent dans la vie, c'est ce qui te permet de te produire, d'écrire et de dire ce que tu en penses, quoi. D'accord. D'ailleurs, votre dernier livre, Nos enfants piégés, ça parle de quoi?
Nos enfants piégés, ça parle de l'actualité, de ce qui est en train de se passer dans le monde. Nos enfants, j'ai utilisé le titre Nos enfants, ça veut dire nos enfants à nous, parce que le problème de radicalisme ou de terrorisme, c'est plus un problème national. C'est un problème international. Tout le monde est concerné. Soit des chrétiens, soit des musulmans, soit de toutes les religions sont impliquées, tous les pays sont impliqués. C'est pour cela que j'ai dit nos enfants piégés. Et piégés par qui? Ils sont piégés par des cerveaux qui sont en train de les téléguider. C'est pour faire du mal à quelqu'un d'autre. Mais ça reste toujours nos enfants, c'est nos frères, c'est nos... Moi personnellement, j'irais même jusqu'à dire que ce n'est pas des criminels, c'est des enfants ou des gens qui sont piégés. Il faut juste savoir les gérer. Pour des raisons, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais c'est écrit dans le livre, comment ils arrivent à partir et pourquoi ils sont partis. Et la majorité des problèmes, ils n'ont rien à voir avec la religion, rien à voir avec la religion. C'est des gens qui ont des problèmes, soit sociaux, familiaux, d'intégration et autre chose, qu'ils ont trouvé que Daesh, c'est la porte, c'est comme une sortie. Parce qu'on leur a ouvert la porte et les mains, venez, ils sont partis. Si les portes sont fermées chez eux, là où ils sont, c'est normal qu'ils cherchent une autre porte. Alors, qu'est-ce que votre livre apporte de plus sur le sujet? Parce qu'il y a eu de nombreux ouvrages sur ce sujet, sur ce thème. Je suis d'accord, moi-même j'ai lu quelques écrivains, des livres comme ça qui sont très intéressants, pour m'enrichir bien sûr. Ce qui est de différent, je crois, c'est d'abord que le livre, il vient d'un Marocain, arabe, musulman, africain, suédois, européen. Ça c'est un. Deux, c'est d'un spécialiste qui est spécialiste du radicalisme du métier. Trois, je dirais, c'est que j'étais sur le terrain. Être sur le terrain, ça veut dire voyager vers l'autre. France, Belgique, la Syrie, la Turquie, tout ça. C'est partir sur le terrain, ramener les informations dont on a besoin pour écrire. C'est pas que j'étais dans un bureau climatisé en train d'écrire ce que la presse raconte. C'est ça la différence. Très bien. Alors, à quelle tranche de la société s'adresse le livre? Moi, je suis maman, par exemple, donc évidemment, ça peut m'intéresser. Est-ce que pour les jeunes, pour les retraités, à qui s'adresse ce livre? Vu le titre et le contenu, le livre en général, voilà, le nom, ça dit tout, le titre, ça dit tout. Nos enfants piégés. Quand on dit nos enfants, on parle des enfants. Il est plutôt adressé aux enfants, aux jeunes, aux parents, aux autorités, aux écoles, aux établissements scolaires en général. C'est pour s'enrichir, aux chercheurs aussi. Parce que là, c'est pas quand je l'ai écrit, je ne l'ai pas écrit comme un roman que tu lis, après tu le mets de côté. Non, il y a tellement de réponses à des questions que les gens sont en train de chercher. Donc tu peux toujours revenir pour trouver des réponses à tes questions. D'accord. Donc là, pour le moment, vous parlez donc plusieurs langues, vous les écrivez aussi. Ce livre est écrit en français. Est-ce qu'il va être traduit? Dernièrement, il y a un grand intérêt du côté espagnol, côté allemand, anglais aussi, italien et arabe. Donc j'espère qu'on pourra avancer, le traduire à d'autres langues. Et je crois que oui, que ça va se faire. On espère alors. Donc vu la nature de votre travail, votre façon de vivre, etc., vous avez dû rencontrer des tas de personnalités, que ce soit des présidents, des journalistes, des acteurs, des chanteurs, d'autres auteurs aussi, sans doute, j'imagine. Ou tout simplement votre public, ou votre voisin, n'importe qui. Qu'est-ce qui vous a influencé, ou quelle est la personne, ou sont l'action de la personne qui vous a influencé le plus? J'ai rencontré tellement de gens très intéressants. Tous les gens sont intéressants, peu importe son niveau. Parce que chaque personne, soit petit ou grand, il te rapporte quelque chose pour enrichir ton patrimoine culturel. Je dirais peut-être, je vais toujours revenir quand j'étais petit. Donc j'ai perdu mon père, j'ai plus de père. Il y a un enfant à l'âge de 7 ans qui n'a pas de père, donc il perd un peu les repères. Donc moi, le repère, il a été dans l'écriture, comme je vous avais raconté. Deux, c'était dans une photo, une grande photo.
quand je sortais de l'école, c'est une grande photo que je regardais chez un photographe, à Kinitra toujours. Une grande photo, ben, je sors de l'école, je passe, je vois cette photo. À travers la vitrine, donc. À travers la vitrine, bien sûr, sans oser rentrer. Donc je regarde cette photo, et c'est devenu comme un symbole pour moi, comme un point de repère. Et chaque fois que je sors de l'école, je passe à travers. Je regarde la photo un petit peu, je l'admire, je regarde d'autres photos, et après, pof, je pars chez moi. J'arrivais toujours soit en retard à la maison, ou je me perds un petit peu. C'est à cause de cette photo parce que je l'admirais. Donc je me respirais, je prenais ma force. Mais avec le temps, j'ai appris quoi? Que c'était notre roi, le roi du Maroc. C'était cette photo-là. C'était le défunt roi Hassan II. Donc grâce à lui, plus ou moins, et après en grandissant, donc j'ai grandi un petit peu avec cette photo. Et j'ai commencé à lire un peu ses livres, ses paroles, le suivre. Et ça m'a donné un petit peu de force et un peu indirectement guidé. Et pour moi, c'était mon papa. Indirectement, c'est le papa, on va dire, le père de tous les Marocains. Mais ça m'a aidé, Voilà. C'est une belle histoire. Ouais. Et avez-vous des solutions pour combattre ce radicalisme, justement? Quelle est votre... Je dirais pas, j'ai des solutions, j'ai pas la baguette magique, quoi. C'est pas que je vais juste faire frapper comme ça et ça va solutionner. Mais moi, je dirais, quand je traite un problème ou un phénomène, donc je vais à la base. C'est le contraire qu'on est en train de faire maintenant dans la majorité des pays. On est en train de combattre le radicalisme, le terrorisme, en combattant avec des armes. Je peux comprendre que c'est un intérêt. Il y a des pays qui veulent vendre des armes. On a ce qu'on dit la démocratie. Mais ils sont en train de vendre des armes derrière. Si vous parlez du terrorisme, donc on peut pas, personnellement, on ne peut pas le combattre avec des armes. Je pense que le terrorisme ou le radicalisme, on peut le combattre comment? En allant à la base, au fond, à la source, là où il y a le problème. C'est par exemple combattre la corruption, combattre l'injustice, le chômage, un peu la pauvreté, les problèmes d'intégration, revoir le système éducatif, voilà des choses comme ça. Si on arrive à résoudre ça, je crois qu'on pourra minimiser beaucoup moins le phénomène du terrorisme. Très bien. Et enfin, Rachid, pour finir, quels conseils vous pouvez donner à nos jeunes, justement? Les jeunes, comme nos enfants, c'est nos jeunes aussi, piégés, c'est de se positiviser, de rester positif malgré tout, ne pas surtout des jeunes européens qui se sont perdus, c'est l'entourage qui les entoure, qui est en train de les guider vers la drogue, le radicalisme, la criminalité. C'est de rester positif malgré tout et que les parents, leurs parents, ils doivent leur donner de très petits, quoi. C'est pas juste le laisser à la rue comme ça. C'est parce qu'ils ont une chance. Les jeunes en Europe, en général, ils ont beaucoup de chance d'être nés en Europe ou d'avoir la chance de grandir et d'être là-bas. Pourquoi? Très simple, parce que j'irais même à les inciter à voyager un peu plus, voir d'autres pays qui doivent faire des kilomètres pour ramener de l'eau. Par contre, en Europe, on ouvre le robinet, on a de l'eau chaude, on a tout ce qu'il faut. On a de quoi manger, on a des beaux jardins, on a des établissements scolaires, on a de la sécurité, on a beaucoup de choses. Par contre, ça n'existe rien de tout ça sur d'autres pays. Donc, appréciez ce que vous avez et respectez ce que vous avez. Très bien, je vous remercie, Rachid El Mounasifi. Et je vous dis à bientôt, j'espère. Merci.